Salut tout le monde! Aujourd'hui à l'émission, j'ai le privilège de pouvoir m'entraîner avec Frédéric Dion. Frédéric est un des aventuriers les plus prolifiques du Québec. Ce qui me fascine de Fred, c'est entre autres l'audace puis l'ambition des projets qui sortent de son chapeau à chaque année. Et il nous a ouvert son univers intérieur, sa quête de vie, ce qui le motive à se lancer des défis aussi complexes année après année. Mais aussi l'envers de la médaille, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, comment ça l'a changé par rapport à la façon avec laquelle il fait face aux risques. Vraiment un épisode passionnant, enrichissant, que je suis content qu'on puisse vous présenter aujourd'hui. Bon visionnement! Hey Fred, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Ce qui est certain, c'est que tu es un des aventuriers les plus prolifiques au-delà du territoire québécois, au Canada, puis probablement même dans le monde, pour la variété des expéditions que tu fais, leur complexité, puis le fait que tu te lances souvent des défis qui sont vraiment hors normes, puis qui vont au-delà, je trouve, du dépassement physique. Il y a une nécessité de comprendre l'environnement dans lequel tu évolues. Merci de m'avoir invité. Tu as cette espèce de volonté de rassembler la communauté de plein air puis d'aventuriers au Québec. C'est assez important pour toi, ça? On vit des choses similaires, fait que je me dis, pourquoi pas partager ça, puis créer aussi des projets. J'ai présenté des gens qui sont devenus des amis puis qui ont créé des projets ensemble. La vie, c'est un grand jeu. Ouais, mais d'ailleurs, ça a été ça le déclic pour moi, pour la conversation. Quand tu parles de jeu, il y a pas si longtemps, je t'ai entendu dire que tu étais dans cette quête-là dans ta vie de rester un enfant, puis de jouer, puis pour toi, le plein air, puis ton choix de métier, ça avait beaucoup à voir avec ta décision de rester un kid. Ça m'a vraiment frappé. Puis évidemment, je suis curieux d'approfondir ça. Puis je suis curieux d'approfondir ça aussi avec un regard sur l'autre côté de la médaille, qui est le fait d'avoir des enfants, d'être un adulte, d'avoir des responsabilités. Ça a commencé avec mon film sur l'Amérique du Sud. Bon, je me suis lancé dans un projet pour les 10 prochaines années, atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Yes. Donc là, 7 continents, des longues aventures dans des territoires complètement différents les uns des autres. Yes. J'ai fait l'Antarctique. Bon, j'ai la chance d'avoir fait probablement le plus cher puis le plus difficile. Juste 6400 km en solo. Ouais, 4400. 4400. Mais ça, c'est la distance réelle en ligne droite. C'est pas probablement 6000 parce que j'ai zigzagué. Mais il fallait que je réussisse à expliquer comment ça se fait que mon film en Amérique du Sud, pour atteindre le pôle d'Amérique du Sud, on saute à l'eau avec nos vélos. Ouais. Puis on saute dans l'océan, puis on nage avec les vagues sur la roche, parce que c'est pas des plages. Je présentais mon film à du monde, puis tout de suite, on sentait un blocage. Et du monde faisait comme « Non. T'es cave de faire ça, t'es juste cave. » Je veux dire, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Mais je me suis buté à ça dans plusieurs aventures au cours des dernières années, puis je me disais « OK, qu'est-ce qui fait que moi, ça me fait triper? Puis comment je peux l'expliquer? Comment je peux expliquer quelqu'un qui me traite de cave que finalement, il y a peut-être une part de ça en lui? Puis je dis, imagine que tu es sur le bord d'un trou d'eau. Enfant, sur le bord d'un trou d'eau. Tu as juste le goût de sauter dedans. Tu le sais probablement que tu vas te saler, tu vas te mouiller, que tu vas tomber. Mais l'attrait de sauter dans le trou d'eau est trop fort. Ouais. J'ai trouvé pour l'Amérique du Sud des amis qui étaient prêts à sauter dans le trou d'eau comme ça, puis on a fait des choses complètement capotées. Mais si tu me poses la question, je suis pas un explorateur. Oui, je suis allé dans des endroits où il y a personne qui va. On a trouvé un pont Inca qui passe au-dessus de notre rivière. Tu sais, des affaires capotées. J'ai vu des affaires capotées. Ça a été extrêmement difficile. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je suis encore un gamin. Parce que sauter dans le trou d'eau, pour moi, c'est ça qui me rend heureux. En fait, c'est de garder les qualités de l'enfant en nous, qui n'a pas d'orgueil, qui n'a pas peur du jugement, qui n'a pas peur de tomber, qui vit le moment présent pour de vrai. Puis joindre ça aux qualités de l'adulte en nous, qui lui, il a du jugement, il est capable de voir un peu plus loin les conséquences de ses actes, qui est capable de planifier, d'avoir un projet à plus long terme, de ne pas se mettre en petite boule puis pleurer quand c'est difficile, tu sais. Mais une fois qu'on a trouvé les qualités de l'enfant en nous puis les qualités de l'adulte en nous,
j'ai l'impression qu'on devient plus serein, capable de réaliser des choses extraordinaires, plus heureux clairement. Donc, on a tous gardé une partie de ça. Mais juste de le déterrer puis de se dire « Hey, ça, c'est vraiment moi. » Parce qu'un enfant, c'est authentique. Je reviens un petit peu en arrière, mais il y a veut pas dans ce que tu fais un niveau d'engagement puis de gestion des risques qui est pas exactement la même chose qu'un enfant qui décide d'aller sauter dans une flaque d'eau. Fait que comment tu réponds à ça ou comment tu as découvert pour toi-même la gestion, la tolérance au risque à travers des aventures qui sont de plus en plus complexes puis engageantes? Ben d'abord, j'ai un super pouvoir. J'ai une grande facilité à prendre des risques. Tu sais, je suis devenu, dans les sports extrêmes, je suis devenu très, très bon, très, très rapidement. OK. Parce que j'avais pas de jugement, au moins de jugement. J'avais l'habileté, par chance. Donc, on peut miser sur nos habiletés puis notre jugement. Mais la personne qui mise sur ses habiletés va progresser beaucoup plus rapidement. Et ça a été mon cas. Bon, après ça, tu te pètes la gueule, tu te fais peur, puis là, le jugement, il se rétablit, puis bon, on réussit à... mais tu sais, on va toujours mettre un peu plus de l'avant. Moi, je mets mes habiletés un peu plus de l'avant. As-tu des exemples de fois ou d'une fois où finalement cette confiance extrême que tu as en tes habiletés t'a peut-être mis dans une situation où tu t'es dit « Attends un petit peu, il faut que je développe davantage mon jugement ». Ben, en Antarctique, je me suis fait peur. Journée de blizzard, je suis dans le milieu de l'Antarctique, entre le pôle d'inaccessibilité, donc le centre réel de l'Antarctique, et le pôle sud. J'ai mon petit cerf-volant de tempête, mais avec les heures, je finis par avoir un peu de fatigue dans les épaules. Puis je sais que si je veux continuer, il faut que je change de cerf-volant pour un cerf-volant plus grand parce que j'aurai pas à le faire zigzaguer. Ça va être moins dur pour mes épaules. Okay. Mais si le cerf-volant il est plus grand, ben le risque, il est plus grand. Ouais. Mais je veux pas arrêter là, pas à mi-journée. Donc, je sors mon cerf-volant de 12 mètres carrés, je le déroule, je mets de la neige dessus pour pas qu'il décolle sans que je sois prêt. Je déroule les 70 mètres de ligne qui me relaient à ce cerf-volant-là. Je tire un peu dessus, les cordes sont pas mêlées, tout va bien. Je suis attaché, mon traîneau est attaché, mes lunettes, ma balise, tout est prêt. Fait que je fais juste y enlever un peu de puissance. Parce qu'au décollage, c'est là que c'est dangereux, il donne un coup. Fait que je lui enlève un genre de 30% de puissance, c'est un ajustement sur la barre. Okay. Tire dessus, le cerf-volant commence à se libérer de la neige qui le tient au sol, puis à un moment donné, de la minute en fait qu'il a été capable de se libérer de la neige qui le tenait au sol, ouf! Il est levé dans le ciel comme un monstre. Mais tu sais, moi, je suis attaché après, là. Je suis parti, là. Tu sais, tu vois ça dans les films. Fait que je suis parti, j'ai vu dans les airs, la corde entre mon traîneau et moi s'est cassée, paf! Puis là, le temps que je réussisse à atterrir puis d'emmener le cerf-volant au-dessus de ma tête, parce que c'est là qu'il tire le moins puis c'est là que je peux reprendre le contrôle. J'ai quelques centaines de mètres de fait dans les bosses, mais je suis pas tombé, je me suis pas fait mal, j'ai juste peur. Puis normalement, je me tourne et là, mon traîneau, il est là. Je me tourne, il est pas là. Puis en fait, au loin, tout ce que je vois, c'est du blanc. Puis mon nouveau traîneau, parce que l'histoire est plus longue, mais c'est un traîneau qui m'a été prêté, puis il est blanc. Et là, je cherche le traîneau et là, je sens une angoisse monter. Une angoisse et je réalise en fait que si j'ai plus mon traîneau, j'ai plus de nourriture. Non. J'ai plus mon sac de couchage, j'ai plus ma tente, j'ai plus mon réchaud. Je suis à des centaines de kilomètres de l'être humain le plus près. Ouais. Puis je me dis, c'est comme ça, je vais mourir. Ça, c'est la peur, l'émotion. Mais moi, je me suis entraîné à ça. La peur, j'ai connu ça dans d'autres esprits. Je sais qu'il faut que je sorte de cette émotion-là pour me concentrer sur des choses logiques, ici, maintenant, qui vont me sauver la vie. Ouais. 20 minutes, c'est le temps que le vent va prendre pour effacer les traces que j'ai laissées dans la neige. 20 minutes, c'est le temps que j'ai pour remarcher les traces que j'ai faites pour revenir à mon traîneau. C'est ce que j'aurais dû faire du départ, de toute façon. Puis en marchant, là, je me dis, OK, je me suis entraîné pour cet expé-là. Je l'ai fait vivre 4 jours avec juste des vêtements l'hiver au lac Mistassini. J'en ai mangé de la neige. En fait, je réalise que je ne vais pas mourir là, puis je ne mourrai pas au moins pour les 4 prochains jours. Puis en fait, je sais que réellement, c'est probablement plus 21 jours. Ouais. J'ai ma balise de détresse, puis en fait, là, tu sais, la situation a baissé. J'ai retrouvé mon traîneau, puis en fait, c'est une anecdote où est-ce que il s'est rien passé vraiment. Tout ce qui s'est passé, c'est dans ma tête. J'ai eu peur de mourir. Est-ce que ça t'a amené, cette situation-là, des confirmations ou des nouveaux apprentissages sur
comment tu deals avec des situations comme celle-là? Moi, je dirais, puis tu sais, je donne des conférences dans les écoles, je dirais aux jeunes, ne laisse personne décider pour toi ce que tu peux faire. La décision de ce que quelqu'un peut faire dans la vie, elle est personnelle. Mais une fois que tu as décidé où tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire, c'est à toi de faire tes devoirs pour te rendre. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. D'ailleurs, tu reviens au printemps dernier, tu as fait une belle ascension du Mont-Logan au Canada, pour laquelle, finalement, vous êtes lancé, toi et ton partenaire d'expédition, un sacré beau défi. Là. Mais j'aimerais ça que tu nous le racontes parce que... J'étais supposé d'aller dans d'autres continents pour faire d'autres pôles d'inaccessibilité. C'était pas possible. Je me suis retourné vers d'autres projets, d'autres rêves que j'avais. Ça fait des années que Logan, je lis des récits, que j'écoute des conférences. Ben, Logan, c'est au Canada, puis ça devenait possible de le faire. Tu peux pas le faire tout seul. J'ai appelé une des personnes que je connaissais qui faisait beaucoup de montagnes, qui avait déjà fait ses preuves en expédition. C'est Bruno Pierre Couture. Bruno Pierre, il me dit, c'est quoi, t'es au courant de mes projets? Il dit, je planifiais d'aller au Mont-Logan cette année. Bon, parfait. On a planifié ça. Puis après ça, faire ses devoirs, ben, pour moi, c'était de faire... j'avais planifié 3 24 heures. Un 24 heures d'ascension sur tapis roulant, un 24 heures de ski de fond, puis un 24 heures d'escalade. Ça, c'était mes devoirs pour la montagne, parce que je savais que quand il fait beau, il y a 300 jours de mauvais temps, mon Logan, faut que tu sois prêt à gonner, puis à gonner longtemps. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais ça juste après que tu nous partages, ça ressemble à quoi en termes de complexité, puis le terrain, puis tu sais... Faire l'ascension du Mont Logan, puis par l'arête ouest, qui est une arête qui est jamais gravie, qui longe la voie normale, mais sur l'arête. Quand tu montes une montagne, tu te checkes, c'est haut. Hein? Ben nous, le but, c'était de faire le 4,5 km d'arête sommitale avec des corniches de 30-40 pieds de haut. C'est un autre monde entre le plat en bas, puis quand tu es 1 km plus haut sur l'arête. Probablement que c'est la deuxième ascension dans l'histoire. La première ascension, ça a pris 18 jours au gars. Le 18 jours, nous, on l'a fait en 13 heures. Léger, rapide, là, entraîné, prêt à faire ce qu'on voulait faire. Là. On l'a fait d'une façon extraordinaire. Donc, on a fait le sommet. Puis après ça, ben là, tu sais, quand t'as 5 semaines de bouffe, que ça a pris juste moins de 3 semaines faire, ça a pris 2 semaines et demie faire l'ascension, ben on avait dans notre petite poche de projet, ben on avait d'autres choses quand même. Là. C'était de faire la deuxième plus haute montagne au Canada, qui est à 40 km de là, de relier les deux en servant d'attraction. Fait qu'on s'est lancé là-dedans comme deux perdus. T'sais, quand on a vu que la météo était bonne, là, on s'est regardé en fait comme go. Ça a pris 20 minutes, la tente était démontée, puis on était en route pour faire le sommet. Ça a pris 44 heures pour le sommet. OK. À partir du Logan. Pas à partir du Logan, à partir du pied du Saint-Élias. Okay. Ouais. Et la descente, là. Oh my god, je pense que je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Là. 3 km. 3,4 km de descente. Mais tu sais, nous, on utilisait les piolets techniques pour passer des murs, des crevasses en montant. Mais quand tu arrives en ski puis que la pente à 50 degrés, là, t'as un bon jump pour sauter la crevasse, mais tu sais, c'est super facile. La gravité marche très bien dans ce cas-là. Fait qu'on a tout sauté. On s'est payé un trip de descente incroyable. Puis bon, au début, c'est de la glace, puis après ça devient de la poudreuse. Vous avez utilisé exactement la même voie là, pour redescendre. Oui, mais on la connaissait. Aujourd'hui, tu es papa de 2 filles. Donc là, il y a l'élément de la famille qui est rentré en ligne de compte. Comment ça a influencé? Puis est-ce que ça a influencé ta carrière, tes choix, la façon avec laquelle tu vis? Moi, j'aurais voulu vivre des aventures de plusieurs mois, même années. En choisissant d'avoir des enfants, j'ai choisi d'être un père présent. Moi, je veux vivre ma paternité au maximum. Ça m'a obligé à faire des choix, à mettre certaines choses de côté, certains sports de côté, certaines durées d'expédition de côté. Ça s'est passé comment les premières ou la première expédition après avoir eu ta première fille? Ben là, tu sais, à un moment donné, il faut mettre du pain sur la table. Fait que oui, ça prenait un film, ça prenait une nouvelle conférence. J'ai décidé de faire un film sur l'Alaska du haut des airs. Donc là, je suis arrivé en Alaska avec un paramoteur. OK.
C'est parapente motorisé, là, une Avec hélice le dans le gros, dos, là, ouais. le ventilateur, puis ma caméra entre les jambes. Les drones n'existaient pas à ce moment-là. non, Hein? c'est ça. Je me souviens d'un moment clé où je me retrouve dans la baie des Glaciers, qui est un endroit extraordinaire. Si vous avez une chance, là, la baie des Glaciers en Alaska. Cette section-là de la baie des Glaciers, tu peux y aller en kayak seulement. Fait que je fais les 100 km qui me séparent d'un glacier qui est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un glacier de marée. C'est-à-dire que quand la marée monte, l'océan se rend jusqu'au glacier, gruge la glace tombe dans l'eau, puis après ça, quand la marée baisse, ben, toute cette glace-là repart avec la marée. Puis il y a comme un endroit où c'est plus étroit. Ça fait comme une section de rivière où le courant il monte un bout, puis 6 heures plus tard, il redescend. Mais quand il redescend avec des blocs de glace immenses. Puis la glace, quand elle vient des glaciers, quand elle est fraîche, elle est bleue. Moi, je me retrouve avec ma tante, assis là, sur le bord de ce canal-là, qui a peut-être 100 mètres de large, à voir des blocs de glace arriver, rester pris, rouler, se cogner ensemble, exploser. Je décide d'aller filmer un autre glacier, tanné de faire du kayak. Je me suis dit, je vais y aller à pied, puis je vais marcher au bord. En arrivant là, je surprends 2 grosses bêtes que j'ai vues juste, tu sais, comme en virant le détour, puis eux m'ont vu, puis sont partis à courir de côté, puis j'ai fait comme, des orignaux! Je m'attendais pas, tu sais, qu'il y ait des animaux dans ce genre de décor-là, mais... Fait que je cours, je réussis à revoir rapidement, c'est un loup noir, mais tu sais, un loup noir, c'est 150 livres, c'est des mastodontes, ces loups-là. Haut sur pattes, des loups, fait que je sors ma caméra, puis là, je les entends hurler, ils montent dans la brousse, là, dans la montagne, fait que je les entends hurler, fait que je leur réponds, je siffle un peu, pour voir leur réaction, parce que ça peut arriver que des animaux vont être curieux, tu sais. Et là, juste sur le cap de roche en haut de moi, il y a un louveteau qui apparaît. Il est là, il est juste au bord, pas le temps de sortir ma caméra, qui repart. Mais tu sais, c'est un moment mythique, là, tu sais. C'est malade. C'est le contact avec le hurlement d'un loup, là, quand il est proche de même, là, ça vient te saisir, le poil te lève dans le cou, c'est complètement fou. Puis là, en m'en retournant, au pied d'un cap de roche, sur le bord de la mer, puis là, la mer a monté un peu, il y a une boule de poil. Fait que je sors ma caméra, puis là, je filme de loin, puis je me rapproche, puis tu sais, t'essaies d'avoir un meilleur shot, puis à un moment donné, la bête, elle s'en va. Mais là, la bête s'en va pas, fait que j'étais assez proche pour réaliser qu'en fait, c'est un louveteau. C'est un bébé louveteau. Fait que j'approche, puis il est mal en point. Il est tombé du cap de roche. Et là, tu sais, c'est l'enfant en moi qui dit, OK, je vais le soigner. Je vais avoir mon loup apprivoisé, je vais, tu sais, fait que là, je sors de la nourriture, de l'eau, puis je le flatte, puis là, je réalise, en fait, qu'il est vraiment amoché. Il y a un œil qui sort de l'orbite, puis ça, c'est fracture du crâne. Puis, j'ai eu plusieurs chiens dans ma vie. Puis, ben, quand ça va pas, tu sais, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Fait que je l'ai fait. Parce que je pense que c'est ce que j'avais à faire. Mais à ce moment-là, je me suis senti très, très loin de ma famille, très, très loin de ma fille. Ça faisait un mois et demi, je l'avais pas vue. Puis, tu sais, bon, c'était peut-être un message aussi de la nature, tu sais. Tombe pas. Fais pas de folie. Plante-toi pas en paramoteur. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie en tant qu'aventurier avait changé. Puis que, ouais, il y avait d'autres personnes dans l'équation. Merci d'être venu. Merci pour ton passage. Belle discussion. Donc, si les gens ont envie de te suivre, Fred, sur les réseaux sociaux, sur Internet, je sais que tu es présent. C'est quoi la meilleure façon de te contacter ou de te suivre? Bah, cherchez-moi sur Internet, puis si vous me trouvez pas, c'est parce que vous appelez ça les Internets. Faites-vous aider. FrédéricDion.com. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres sur l'épisode avec Fred. Vraiment un plaisir de t'avoir avec nous autres. En ce qui me concerne, samuelostigui.com. C'est possible aussi de me contacter comme ça si jamais. Puis ben, à très bientôt pour un prochain épisode de 168.